Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Michael Liebreich de Bloomberg New Energy Finance. Et si vous voulez, je peux essayer de vous adresser en français, mais j'ai appris mon français sur les pistes de Chamonix et de Val d'Isère. Alors, il faut que vous m'excusez si je fais plein d'erreurs en ce qui concerne énergie renouvelable. Mais ce que je veux faire, c'est peut-être vous présenter quelques chiffres sur l'investissement, les tendances d'investissement partout dans le monde. Et on va peut-être faire un petit tour du monde parce qu'il y a des grandes différences dans ce qu'on voit en Europe, aux États-Unis, en Asie. Alors, si on commence avec le tableau plus haut niveau mondial, ce qu'on voit, c'est que pour la première fois dans les derniers 3 ans, une croissance de 16% dans l'investissement en ce qui concerne énergie propre. Qu'est-ce que ça veut dire énergie propre? Ici, c'est énergie renouvelable et aussi efficacité énergétique, stockage d'énergie et quelques autres choses comme smart grid. Mais ça, là, il n'y a pas de gaz, pas de nucléaire, même si nous considérons ces technologies peuvent être utiles dans la lutte contre le changement climatique. Mais on a eu des années difficiles, 2 années où l'investissement était toujours moins grand, 3018 milliards de dollars en 2011, puis les 2 années difficiles, et maintenant, encore une fois, plus haute que les 300 milliards de dollars. 310 milliards de dollars. Mais à la base, ce qui se passe, comme a expliqué M. Amin, c'est que les technologies de l'énergie renouvelable sont maintenant beaucoup plus compétitives qu'il y a 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Et ça fait une énorme différence partout dans le monde. Ça, c'est les coûts de solaire, mais aussi dans les technologies éoliennes, on a vu des grands changements dans les prix, une baisse de coûts, baisse de prix qui a vraiment changé la dynamique dans tous les marchés du monde, ce que M. Amin a déjà expliqué. Mais si on fait un petit tour du monde, il y a des différences dans les tendances d'investissement. Par exemple, aux États-Unis, on voit l'effet de crise financière. Et puis, il y a les polices qui ont été introduites par le président Obama, mais on voit que l'investissement change. It grows and it falls. C'est volatile. En Asie, ce qu'on voit, c'est une croissance énorme. Ce n'est pas seulement la Chine, Japon, bien sûr, et maintenant, on va regarder un peu l'Inde. Qu'est-ce qui se passe en Inde? Dans les autres régions, Amérique du Sud, Afrique, on voit maintenant un investissement important, quelques dizaines de milliards de dollars, mais en Europe, on voit des problèmes. On voit qu'on a eu beaucoup plus d'investissements il y a 3 ans, 4 ans, et ça, là, il y a vraiment des problèmes dans l'industrie de l'énergie renouvelable, énergie propre. Si on commence avec les États-Unis, là, vous voyez volatility, investment, et puis des problèmes. C'est le cycle politique, c'est le cycle financier. Mais ce qu'on voit maintenant, les prix qu'on a discutés des énergies renouvelables, on voit maintenant, ça, c'est des contrats qui ont été signés par les utilities aux États-Unis. Là, vous voyez éolien, des prix qu'ils signent pour les projets éoliens de 2 cents de dollars, $20 par mégawatt-hour. On peut acheter électricité éolienne aux États-Unis. Et on voit maintenant plusieurs projets. Ça, bien sûr, c'est après les subventions de Investment Tax, Production Tax Credit. C'est les coûts de 4 ou 5 cents que M. Amin a décrit. Mais après, il y a des supports, des subventions
en ce qui concerne les impôts et les utilities, ils peuvent acheter l'électricité pour 2 cents per kilowatt-hour. En ce qui concerne solaire, ils achètent pour 5 cents. C'est $50 pour mégawatt-heure. Ça, c'est un prix où les utilities vont acheter. Ce n'est pas parce qu'ils ont poussé à acheter l'électricité éolienne et solaire à cause d'un police de Renewable Energy, Renewable Portfolio Standard, c'est parce que c'est moins cher que les alternatives pour eux. Et bien sûr, il y a aussi les investisseurs comme ici, Warren Buffett, qui investissent dans le secteur parce qu'il y a des yields, des rentes qui sont très intéressants. Maintenant, si on investit dans des sécurités gouvernementales, il n'y a presque pas d'intérêt. Mais avec très peu de risques extra, on peut investir dans des parcs éoliens ou dans des projets solaires. Et les investisseurs, comme M. Buffett, font ça. Donc des milliards de dollars qu'ils investissent dans des projets. Il dit ici, « We've poured billions and billions of dollars into renewables and we're going to keep doing that as far as the eye can see. » Il a investi des milliards de dollars et il va continuer de faire ça. Et si on reste aux États-Unis, on voit aussi les investissements dans les petits projets solaires, sur les toits des maisons. Ça, c'est l'investissement dans les sociétés qui offrent les solaires sur le toit sans l'investissement du homeowner, du propriétaire de la maison. Et on voit la tendance de croissance extrême même dans ce secteur-là. Si on regarde la Chine, j'ai dit que la Chine, c'est au cœur du croissance d'investissement en Asie. Ça, c'est la Chine. C'est peut-être plutôt à cause de pollution que changement climatique, mais n'importe pas pourquoi. Ce qu'on voit, c'est un commitment, une détermination en Chine de continuer d'investir dans les énergies propres. We will resolutely declare war against pollution as we declared war against poverty. Ce qu'on voit, c'est que dans la Chine, maintenant, presque 70% de toutes les capacités qu'on ajoute en électricité sont maintenant renouvelables. Les jours où ils ont construit une centrale de charbon par semaine, c'est dans le passé. Maintenant, 70% de tout ce qu'on construit en Chine, c'est les renouvelables. Et nous avons fait des projections dans le futur. Ce que nous pensons, c'est qu'avant 2030, en Chine, ils ne vont pas construire des centrales charbon, ils vont les déconstruire. Net reduction in coal capacity avant 2030. Bien sûr, la Chine et les États-Unis ont fait un pacte, un agreement, et pour tous les deux pays, ça va être difficile d'achever ce qu'ils ont dit dans ce pacte. Mais pour les États-Unis, ça va être difficile, ils vont devoir aller plus loin, même que les règles qu'on discute maintenant, les règles du Environment Protection Agency qui ont été proposées. En Chine, ils vont devoir construire autant de capacités renouvelables qu'il y a en total dans le système électrique aux États-Unis aujourd'hui. C'est extrême ce qu'ils vont devoir construire pour achever les chiffres dans ce pacte. Inde, là, c'est la croissance de l'énergie
renouvelable qui a été prévu par le gouvernement avant l'arrivée de M. Modi. Ça, c'est après l'arrivée de M. Modi. C'est-à-dire que même en Inde, c'est une croissance énorme, et s'ils achèvent seulement la moitié de ce qu'ils veulent faire, c'est toujours un marché très grand pour le secteur énergie renouvelable. Mais il y a toujours, comme j'ai dit, les problèmes en Europe. Ça, c'est les investissements par quart d'année en Europe. On voit que jusqu'à 2011, il y avait une croissance, mais maintenant, une réduction quasiment chaque quart d'année. Allemagne, bien sûr, c'est le cœur de ce qui se passe en Europe, c'est l'Energiewende. On voit une croissance, énergie renouvelable maintenant fait 30% de l'électricité en Allemagne. Mais ça, c'est les investissements en jaune solaire, en bleu éolien. Et on voit, même en Allemagne, une réduction pendant les derniers 3 années. Ça, c'est très difficile de voir, mais c'est les taux d'intérêt pour les projets éoliens en Allemagne. L'important, c'est de voir que en bas, c'est les taux d'intérêt gouvernementaux, mais le total, c'est le taux d'intérêt pour les projets, ce qu'eux, ils doivent payer, parce qu'il y a des parties qu'il faut payer pour les risques. En Allemagne, ce qu'on voit maintenant, c'est une réduction des taux d'intérêt. Ça fait les projets plus rentables. Et ce qu'on espère, c'est que maintenant, on va voir une croissance d'investissement à cause des taux d'intérêt qui sont en baisse. En France, les taux d'intérêt sont un peu plus hauts qu'en Allemagne pour les projets éoliens, mais quand même, on voit une réduction. Ça, c'est très positif pour l'énergie renouvelable parce que tous les coûts sont upfront. Ça, c'est la France. On voit aussi investissement. Il y a une croissance dans les derniers the last annual quarters. On voit maintenant qu'il y a une croissance. C'est à cause des taux d'intérêt, mais aussi le travail qu'on a fait sur les polices, les support mechanisms ici en France. Et ça aussi, c'est positif. On voit bien sûr que c'est plutôt en solaire qu'éolien ici. Je suis sûr que vous connaissez bien les chiffres ici en France mieux que moi. Ça, c'est Grande-Bretagne. Plus d'investissement qu'ici en France, surtout si on ajoute les grands projets de offshore wind. On a eu des grands investissements dans offshore wind en Angleterre. Mais ça, c'est l'Espagne, où on voit qu'on n'a presque pas vu des investissements dans les dernières années. Et ça, c'est l'Italie. Pourquoi? Le grand problème en Europe, c'est les changements de police rétroactifs. Parce que ça fait pour les investisseurs vraiment c'est pas des soucis, ça fait impossible d'investir si on croit que les polices vont changer, les subventions ou des supports vont changer rétroactivement. Et le sud d'Europe souffre toujours aujourd'hui à cause de ces changements. Et bien sûr, le plus important risque maintenant pour les énergies renouvelables en Europe, c'est bien sûr la Grèce. Tout ce qui est risque pour la Grèce, pour l'euro, c'est très mauvais pour les taux d'intérêt pour les projets d'énergie renouvelable. C'est peut-être obvious, mais il faut le dire quand même. Mais en total, globalement, nous sommes très optimistes. Ça, c'est les investissements dans les réseaux fossiles. Et ça, c'est les renouvelables. Jusqu'à 2030, c'est tout à fait
consistant avec tout ce qu'a dit M. Amin. Nous sommes très optimistes, nous le voyons déjà partout dans le monde. Nous sommes optimistes même ici en Europe, à part de ce qui se passe maintenant en Grèce. Et il y a aussi des autres choses que je veux mentionner ici. Ça, c'est Green Bonds. Green Bonds, c'est une technique de financement de tout ce qui est vert, où on voit une croissance énorme. Ça, c'est un big story. Il y a quelques années, il y avait très peu, 1-2 milliards de dollars, puis en 2013, à peu près 15 milliards, et puis l'année passée, presque 40. Et nous prévoyons pour cette année peut-être jusqu'à 80 milliards de dollars de dettes dans la forme de green bonds. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est la finance qui vient des investisseurs complètement standards, des sovereign wealth funds, insurance companies, pension funds, qui veulent investir dans tous les assets, des biens qui sont direction sustainable. Ça, c'est a very important source of money. Ça, c'est trop difficile pour moi de dire en français. Bon. Mais il y a aussi des corporate bonds. Et je m'excuse, comme vous voyez, ça, on n'a pas parlé de corporate bonds sur les pistes de Val d'Isère et Chamonix, alors je ne connais pas les mots. Mais corporate bonds, le plus important pour les technologies de l'énergie renouvelable maintenant, ce n'est pas seulement de réduire les coûts de production, les coûts des panneaux solaires, les coûts des turbines éoliennes, c'est les coûts de financement, parce que tous les coûts sont upfront. Si on fait une différence d'un demi% dans les coûts de financement, ça fait un projet rentable et ça peut être construit. Alors ça, on ne peut pas exagérer l'importance de accès à la finance, pas seulement dans les pays de développement, mais partout dans le monde. The capital market access is key. Et là, on voit la croissance de corporate bonds par les sociétés dans le secteur énergie renouvelable. C'est très, très positif. Mais si on veut le voir si on considère le changement climatique, dans 2008, nous avons fait, je crois que c'était la première fois qu'on a analysé combien est-ce qu'il faut investir dans ces technologies, énergie renouvelable, efficacité énergétique, si on veut voir les émissions, on veut voir un pic et puis une réduction. À cette époque, les investissements étaient moins que 200 milliards de dollars et nous avons calculé qu'il fallait investir 600 milliards de dollars par année avant de 2020 pour voir un pic et puis réduction. Qu'est-ce qu'on a vu après cette analyse de 2008? Il y avait une croissance, comme nous avons vu, mais ce n'était pas en ligne avec ce qu'il faut voir. Il y a un shortfall, un gap. Les 5 dernières années, on a vu des investissements en moyenne 2092 milliards de dollars. Ce n'est pas rien, c'est grand, c'est un secteur énorme. Congratulations to everybody in this room. Mais c'est à peu près la moitié de ce qu'il faut investir pour la lutte contre le changement climatique. Je crois que c'est pour ça qu'on est ici dans la chambre, dans cette salle, et je crois que c'est pour ça qu'on est optimiste. On attend les résultats des négociations en décembre ici à Paris de COP21. Merci.